Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE. Aujourd'hui, notre invité, c'est Soumia. Bonjour Soumia, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Je t'en prie, on est très heureux de t'avoir parmi nous et je suis sûr que tu as plein de choses très intéressantes à partager avec nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Soumia, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi est-ce que on fait ce podcast ensemble finalement? D'accord. Je vais essayer de résumer ça. Alors, qui je suis Je suis une jeune femme qui habite en Bretagne. Je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines, pour faire large. Et aujourd'hui, je suis là pour parler de mes interventions et partager sur ma manière de travailler sur les enquêtes quand il y a suspicion d'harcèlement au sein de l'entreprise. Excellent. Du coup, tu travailles beaucoup avec des CSE sur cette thématique, j'imagine? Je travaille avec des CSE, mais dans l'idée où, pour moi, par exemple, le DG, en tout cas l'employeur, fait partie du CSE. Donc je travaille avec eux, soit en partenariat, soit en mode conseil et appui. Mhm. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre d'une enquête pour harcèlement qu'on a été amené à se rencontrer. Exactement, ça fait partie de nous interviewer. Eh oui. J'étais pas là, j'étais pas le présumé coupable, rassurez-vous, j'étais un témoin dans cette histoire. Quand on vient te voir pour lancer une enquête, c'est quoi les premières questions, les réflexes un petit peu que les gens te demandent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent pas faire? Enfin, voilà. C'est quoi l'inquiétude de soit un employeur, soit un CSE qui contacte quelqu'un pour l'assister dans le cadre d'une enquête? Alors l'inquiétude, elle vient, on va dire, je vais faire deux branches, peut-être un peu simplistes, mais pédagogiquement, on va dire que ça va être le plus simple. Si elle vient du côté de l'employeur, on va me solliciter pour me dire j'ai reçu telle information, j'ai reçu tel courrier ou telle plainte sur du harcèlement, agissement sexuel ou moral. Et il me partage son inquiétude euh, que l'histoire peut monter plus haut, plus loin. Et dans ce cas-là, il sollicite pour intervenir avec la mission principale, et ça peut-être que je veux le dire tout le temps, c'est d'éclairer une décision future. Parce qu'en fait, il est dans le flou, on lui dit quelque chose, il entend plusieurs cloches, et donc là, les questions vont tourner autour de l'éclairage de la situation. Quand c'est, on va dire, des membres élus de CSE qui me sollicitent, là, c'est un peu plus euh, des plaintes qui remontent des salariés et ils viennent en mode on attend une défense de ce salarié. Et c'est là où mon travail, d'abord, il y a un peu une dimension pédagogique ou informative pour rappeler qu'il n'y a pas une notion de défense, mais vraiment la notion de clarifier ce qui se passe et ce qui se joue au sein de la structure pour pouvoir donner les moyens à l'employeur de décider ce qu'il aura à faire. Excellent. On a des métiers qui sont assez peut-être nouveaux, si j'ose dire, dans l'histoire du temps, parce que la notion de harcèlement, bah, il y a 50 ans, c'était beaucoup plus flou. Comment est-ce que tu expliques de façon simple, ton métier, aux gens de ton entourage qui sont pas, enfin qui travaillent pas avec des CSE, qui sont pas forcément dans le monde du travail avec des grosses entreprises et qui parfois sont pas très au fait de tout ça? Comment tu expliquerais ça simplement? Et ben, encore aujourd'hui, ça m'est difficile peut-être de l'expliquer simplement. On a beau tourner autour du pot, donc je vais, d'une manière générale, moi, on va dire, ma casquette, c'est psychologue du travail. Donc, pour expliquer ça simplement, parce que psychologue, on sait à peu près, on est dans la tête des gens, j'y mets des guillemets, bien sûr, hein, je ne me reconnais pas là-dedans. Mais pour moi, le mot-clé, c'est travail. Et j'apporte mon aide pour aider les professionnels, quel que soit leur statut, à vivre mieux les difficultés qu'ils vivent quand ils les vivent au travail et à développer le plus possible des choses satisfaisantes et ressourçantes et joyeuses aussi au travail parce que ça arrive. Même si on ne les éclaire pas, ça arrive. Donc voilà, et après sur la dimension enquête, là, le mot qui me vient, c'est simplement une copine à qui j'en parlais pour dire que j'ai aidé une entreprise à éclairer une situation difficile et en lien avec du harcèlement moral. Et, euh, et là, elle me disait, ah, bah, tu joues le justicier. Donc, c'était le mot-clé
qu'elle m'avait donnée, c'est l'image qu'elle avait. Et non, j'étais plutôt là pour vraiment éclairer, apporter un peu plus de compréhension et aussi donner un peu plus d'émotions stabilisées dans ces contextes-là. C'est pas toujours simple de Mmh. garder la tête froide. On joue plus le rôle du lampadaire que du justicier masqué alors? Ouais, j'aime beaucoup cette image, exactement. Voilà. Quand tu m'as dit justicier, j'ai imaginé Batman, tu sais, avec les gros spots comme ça qui arrivent avec la lumière. Mais en fait, nous, on est le gros spot lumineux et le but, c'est d'éclairer la situation. Ouais. Ah, ben, j'aime beaucoup, je la reprendrai. Je la reprendrai. Ouais, Je ça me t'en va. prie. Je voulais te poser une question un peu plus personnelle. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir psychologue du travail, de travailler avec avec ce public et ces problématiques de harcèlement? Parce que Oui. j'imagine que, enfin, tu vois, les métiers que les enfants font quand ils imaginent, c'est plutôt cosmonaute, d'aller, je sais pas, chanteur, chirurgien, archéologue. Moi, j'ai eu ça pendant une phase. Euh, mais psychologue du travail, c'est peu courant, en tout cas, d'entendre un enfant imaginer ça. Est-ce que c'était ton cas? Non, pas du tout. Ou alors j'ai été un enfant très tard, j'en sais rien. Moi, je suis venue dans ce métier après une reconversion. J'ai fait un Mhm. bilan de compétences et je me suis orientée vers ce métier tout en continuant à travailler, hein, donc à l'époque, j'étais assistante de direction. Et donc, j'assistais des, des, des DG, pas des DG, j'étais des. Et je travaillais dans une structure, on va dire, qui faisait du coaching, et qui accompagnait les managers, les dirigeants et à l'époque, les CHSCT. Donc j'ai baigné un peu dans ce milieu et j'ai été passionnée de ce que faisaient les consultants qui travaillaient, que j'assistais aussi. Et donc c'est un peu ça qui m'a donné envie d'aller aider, accompagner de cette manière-là, de manière un peu plus sur le terrain. Même si quand on a 7 ans de direction, on accompagne aussi, hein, mais un peu plus sur le terrain. Et après, pourquoi psychologue du travail? C'est parce que moi-même, voilà, j'ai vécu beaucoup de choses importantes, joyeuses et difficiles au travail. J'ai été aidée pour aller mieux, pour réussir à traverser ça. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de faire la même chose. Hmm. Parfois, quand on reçoit des choses, on a envie de les partager et de faire du bien autour de nous aussi. Et c'est un petit peu ce que tu as vécu du coup. Complètement, complètement, complètement. Et très bien reformulé. Et il y a beaucoup de formes de psychologie. Oui, oui. Alors, en fait, après, il y a différentes formes de psychologie. Et là, c'est en train de bouger, mais on va dire il y a déjà celui qu'on connaît plus peut-être, c'est le psychologue clinicien, où là, on est dans la psychopathologie, où en France, on a des spécificités, mais il y a le clinicien. Après, il y a le psychologue social, psychologue du travail. Ensuite, il y a aussi la partie développement ou cognitive. Mais c'est des mots jargons en fait pour dire c'est une façon ou une approche un peu différente d'éclairer l'objet qu'on étudie. Et puis après, il y a même le neuropsychologue qui va s'éteindre un petit peu, mais il existe quand même. Et toi, c'est parce que tu avais vécu dans ton parcours de salarié des choses qui t'ont donné, enfin, et qui se sont déclenchées plutôt dans le monde du travail, qui t'ont Oui, donné envie du coup de te spécialiser oui, pour les salariés également. oui, parce qu'en fait, c'était aussi un métier que je découvrais, psychologue du travail. Alors moi, maintenant, je suis baignée dedans, donc je suis biaisée, j'ai l'impression que tout le monde sait ce que c'est, qu'il y en a partout. Mais je ne savais pas qu'on pouvait vivre des choses au travail et être aidé par un spécialiste du travail, c'est-à-dire donner à entendre des sujets, des problématiques de management, d'accompagnement du changement, de mobilité. Voilà, je progressais en interne, comment ça se passe, j'ai des problématiques, comment ça se passe, euh, de souder une équipe. Alors après, moi, j'ai aussi un parcours où j'ai été un peu plus de 20 ans dans le sport dit de haut niveau sur un sport collectif, le volleyball pour ne pas le citer. Et donc, voilà, cette notion de travailler en équipe au travail et dans le sport, je la découvrais. Et on peut être accompagné en binôme, en équipe pour aller mieux. Donc, c'est ça, moi, un peu qui m'a beaucoup, beaucoup donné envie d'aller là-dedans.
C'est intéressant ce que tu dis. Je reviens sur l'exemple du volley parce que c'est un sport collectif qui est assez particulier puisque tu n'as pas de contact avec l'équipe adverse. Non, Et du coup, c'est vraiment le placement et le travail de l'équipe qui va faire fonctionner ou pas l'équipe. Et je pense que c'est une bonne analogie avec le monde du travail parce que normalement, on n'a pas trop de contact, de cas physique avec les équipes adverses. Et ouais. c'est vraiment à nous, dans notre organisation interne, de nous organiser pour pouvoir nous rôder, si on peut dire, et se placer au meilleur moment, au meilleur endroit pour que l'organisation fonctionne de la bonne façon. Oui, c'est chouette ce que j'entends, c'est chouette. Et je dirais aussi, tu vois, si on compare le plus connu, le basket ou l'hand, mais dans le basket, où on va dire on est sur des contacts physiques provoqués volontairement, il y a un petit peu de provocation même. Alors que là, le volley, tu as le filet, comme tu as dit. Donc, même quand émotionnellement, tu es chargé parce que pour plein de raisons, tu es en train de perdre ou tu n'es pas content de ce que tu fais, etc., tu es à la fois obligé de toi-même de réguler ou de contrôler ce que tu ressens sans aller au contact physique de l'adversaire. Parce Mhm. qu'en part, des fois, il y a le filet. Et je trouve que ça fait écho effectivement à ce qu'on peut vivre dans les structures. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le basket et c'est vrai que parfois on se prend des petits coups ou parfois on en met quand on défend et ou qu'on veut passer. Donc, Exactement. peut-être l'analogie avec le monde du travail marcherait dans un autre sens, mais pas dans un cercle vertueux en tout cas. Oui, c'est ça. Bah, on trouve d'autres solutions quand on est confronté à ça. Et dans ton travail aujourd'hui, là, ta structure, tu travailles en solo. Je travaille, que j'ai un associé. Donc, je travaille dans une structure que j'ai créée il y a 15 ans maintenant. Oui, c'est ça, il y a 15 ans. Et j'ai un associé et lui est de profil ergonome. Donc, nous sommes deux à intervenir, soit en solo chacun, soit en binôme, soit de temps en temps, on va se chercher des partenaires d'autres spécialités ou de la même spécialité quand les projets sont importants. Ok, super intéressant. Et du coup, est-ce que, alors je pose la question, mais je n'avais pas posé, mais je suis curieux sur cet aspect ergonomie. J'avais reçu une ergonome il y a quelques semaines aussi dans le podcast et ça m'a ouvert un peu les yeux sur la vision de l'ergonomie où je pense que j'étais peut-être un peu naïvement plutôt dans il y a un problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le problème se dure. Mais j'ai découvert qu'il y a toute une partie prévention qui était extrêmement intéressante dans ce métier. Et est-ce que vous Oui. faites aussi du coup de la prévention autour de ces thématiques de harcèlement dans ton cabinet, peut-être aussi avec l'aspect ergonomie, organisation du travail, je sais pas, je pose une question comme ça. Oui. Enfin, la prévention, elle se fait. Alors, on n'affiche pas clairement prévention contre le harcèlement ou le harcèlement, mais on fait de la prévention sur le climat de travail ou les conflits ou les difficultés de s'entendre, etc. Donc, c'est sur cette partie-là, euh, quand on développe le soutien social dans les démarches de risques psychosociaux, sur cette partie-là, elle fait office de prévention ou elle peut avoir un impact sur ça. Après, en termes de prévention ou d'information surtout, sur la dimension réglementaire ou autre. Et après, pour faire le lien avec l'ergonomie, et là, si tu as découvert peut-être un peu plus que l'image que tu pouvais en avoir, quand on est sur l'analyse de l'activité, qui est un outil qui est un de leurs outils phares, on va dire, bah là, ça permet aussi d'être en prévention et de se projeter différemment dans une situation difficile. Quand elle est délétère ou bien avancée, c'est un peu plus compliqué. Là, on est sur d'autres champs que la prévention. Et on se remet un petit peu à la place de nos élus du CSE. Eux, ils sont au quotidien dans les entreprises. Ça serait quoi justement ces éléments qui pourraient détecter peut-être des signaux faibles, qui nécessiteraient peut-être de passer un peu plus de temps avec certains salariés, de les questionner, de voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu regardes, toi, quand tu interviens en prévention avec les entreprises? Je vais peut-être t'étonner, mais je vais regarder à l'envers. Euh, C'est-à-dire que je vais regarder en priorité comment la communication se passe bien, quels sont les canaux de circulation, quels sont les moments
d'échange dans l'équipe, par exemple. Et ces moments d'échange, ils servent à quoi? C'est pour parler du travail, c'est pour parler du beau temps, c'est pour parler des filles, c'est pour parler de la relation, c'est pour parler pour débriefer d'un problème. Donc c'est un peu à l'envers que je vais regarder le problème. C'est est-ce que les moyens de communication existent? Donc ça veut dire que si une personne vient voir son membre élu du CSE, les questions peuvent être aussi de ce côté-là pour pouvoir lui donner la possibilité de saisir l'opportunité dans ces moments d'échange de le faire ou de partager. Et à l'inverse, s'ils n'existent pas, comment se mettre en ordre de marche pour pouvoir les développer. C'est intéressant. Je vais reprendre notre exemple du lampadaire ou du projecteur. Peut-être que ce serait un mot plus juste. Mais Dis-moi. c'est un peu comme si on arrive, tu fais ton enquête, état des lieux, puis tout est dans l'ombre. Et puis toi, ton premier rôle, c'est de demander ce qui se passe bien. Donc tu regardes les endroits où il y a de la lumière. Puis peut-être Oui, que tu vas te faire un périmètre. Puis tu vas voir ensuite des petites zones où là, tiens, là, il y a un petit espace d'ombre, il y a quelque chose. Et du coup, tu travailleras à terme peut-être pour questionner cette zone d'ombre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas comme tout le reste qui fonctionne bien? exactement. Exactement. Parce qu'en fait, ce que je remarque, et en plus, les membres élus, ils ont vraiment un regard pertinent là-dedans, ne serait-ce que parce qu'ils ont un bagage et une culture de la structure en lien avec les changements qui s'opèrent, c'est de regarder quand il y a un changement ou quand n'importe quoi se passe, c'est s'interroger sur ce dispositif-là, puisque je parlais des temps d'échange, il sert à quoi et il peut apporter quoi de bénéfique. Euh, et, euh, et surtout, ce, qu'on- ce que j'invite à faire, c'est que la transversalité, on peut avoir un peu de mal avec la transversalité, mais parfois il y a des services qui sont hyper opérants et très opérationnels avec un climat très OK. Et c'est pas la personne, c'est pas forcément que le manager ou les salariés à cet endroit, on a de la chance, ils sont formidables. Non, c'est que les processus qui existent dans ces services, eux, sont opérants. Et donc on peut faire un copier-coller intelligent qui sert tout le monde. Et on gagne du temps. C'est rigolo parce que j'ai une petite phrase qui parfois me sert un peu de mantra, c'est peut-être un mot un peu fort, mais j'aime bien dire trust de process, note de personne. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah, c'est Et, et, la du, clé. et du coup, si tu as... Donc, faire confiance, en français, ça donnerait faire confiance aux procédures et pas aux exécutants des procédures. Parce qu'en fait, une fois que le système fonctionne, si ça fonctionne et que tout le monde fait la même chose, derrière, on aura toujours le même résultat. C'est un peu le principe de l'industrie, de façon générale. On met en place quelque chose qui fonctionne, et une fois que c'est fonctionnel, on le duplique, et c'est là où ça permet de limiter les efforts pour maximiser les résultats et la valeur ajoutée et gagner plus d'argent Oui, dans oui, l'objectif de ces entreprises. c'est ça. Et c'est génial ce que tu dis parce que aussi, quand on dit de faire confiance au processus, aux procédures, et quand ça arrive, parce que ça arrive qu'on s'en plaint, bah, il faut pouvoir écouter de quoi on se plaint. Et en fait, si on le prend de manière égotique, centrée sur soi, c'est parce qu'on remet en question la personne, là, c'est plus difficile. Alors que si on se plaint, c'est simplement qu'il y a un bug dans la matrice et on est en train de d'éclairer ce bug pour que ça puisse se dérouler dans Mhm. les... Et il faut pas. Moi, j'aime bien avoir des process clairs et savoir comment ça fonctionne. Mais il faut pas se sentir non plus coupable il y a un process qui est inutilement alourdi et de le simplifier. Parfois, on a des gens qui, enfin, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai vécu pendant mon alternance, où en fait, j'avais une responsabilité, je devais m'occuper de gérer les fiches d'exposition pour l'amiante dans une entreprise de désamiantage. Et donc, je faisais ma gestion des fiches d'exposition que je devais rentrer. Alors ça, c'était la partie légale. Mais derrière, je faisais tout des statistiques pour suivre un petit peu qui est-ce qui les remplissait bien, qui est-ce qui les remplissait mal. Sauf que derrière, en fait, personne suivait ces statistiques parce que ça avait relativement peu d'intérêt. Là, le fonctionnement plus simple aurait été la fiche n'est pas bonne, je la renvoie à la personne qui doit la gérer, il la corrige. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de mon alternance. Quand j'avais des fiches qui n'étaient pas bonnes, je les pliais, hop, ça partait sur le bureau du conducteur de travaux, ça c'est pas bon, il faut que tu corriges et tu me les renvoies. Et je pense que parfois, surtout dans le tertiaire, on a plein de gens qui font du reporting de projets, qui refont des reportings de projets, des tableaux, des PowerPoint, des présentations, mais qui peut-être n'ont pas vraiment de sens, ou en tout cas pas de valeur ajoutée à l'entreprise,
Et c'est dommage parce que c'est du temps qui pourrait être utilisé pour de la création, pour de l'amélioration, enfin pour plein de choses qui, à mon sens, seraient beaucoup plus intéressantes pour la boîte. Oui, oui, je suis complètement d'accord. C'est, faut être en capacité d'avoir cette marge de manœuvre, comme on dit, hein, pour que ça puisse bouger dans un sens favorable pour reprendre un mot technique, un mot d'ergo, favorable à la performance. Mhm. Parce qu'on est bien là aussi pour ce sujet-là. C'est rigolo que tu parles de performance, mais Mathilde, elle disait justement, parfois on reproche aux ergonomes de parler de performance comme si c'était un gros mot, mais en fait c'est un objectif logique et assez sain d'une entreprise, que l'entreprise soit performante, parce que si elle est performante, elle crée plus de valeur, donc elle a plus de revenus, et ça permet de maintenir les emplois, de gagner de l'argent. Enfin, c'est pour ça que Mm, l'entreprise existe. Et parfois, les gens ont des clichés sur les acteurs de la prévention, comme quoi ils sont là pour casser un peu la rentabilité de l'entreprise, alors que pas du tout. On est même là pour l'optimiser et éviter de perdre ce qui ne devrait pas l'être. complètement, complètement. Euh, Si j'étais un élu du CSE, j'ai la Mhm. possibilité de faire mon enquête tout seul. Je peux déclencher mon droit d'alerte, je fais l'enquête avec la direction. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de ne pas le faire toujours tout seul? Tu as des situations qui ne nécessitent pas l'intervention d'enquêteurs extérieurs, mais pourquoi c'est intéressant de le faire avec toi et de travailler avec des enquêteurs externes à l'entreprise? Alors, dans l'ordre, je vais répondre dans l'ordre de sollicitation, ce qui me concerne. C'est que c'est intéressant de solliciter un regard extérieur quand les parties en interne sont, quand on a une distance, quand on est trop proche, pardon, des partenaires des parties. Je m'explique. Ça peut arriver déjà que ça soit des membres élus du CSE qui soient mis au rang des mises en cause. Mhm. Donc, c'est un plus simple si on fait intervenir quelqu'un. Mais ensuite, on peut mettre tous les, que ce soit le DRH, le DG ou n'importe qui du CSE. Donc, quand c'est un membre élu ou un référent harcèlement, ça permet de s'assurer, non pas d'une compétence technique, c'est pas toujours une question de compétence, parfois ça l'est, hein, donc les gens savent pas faire, ils vont solliciter à l'extérieur. Mais c'est plus une compétence de posture. Parce que pour moi, les enquêtes, ça relève aussi bien de la posture, de la neutralité, de la distance et de savoir ce qu'on recherche de manière objective et sans y mettre un émotionnel non approprié, que de la technique. Donc ça, c'est peut-être la première raison. La deuxième, elle n'est pas négligeable, c'est aussi un gain de temps. Parce que même si quand c'est une émission, ça peut varier, hein, ça dépend du nombre de personnes interrogées, mais entre 2 mois et 6 mois, on va dire, ça peut gagner du temps puisque en interne, les priorités sont vite rebattues au quotidien et c'est normal parce qu'il y a le fil de l'activité et de la performance, pour en revenir à ce qu'on disait, qui doit être aligné. Et donc, pour des bonnes raisons légitimes, hein, mais on va mettre parfois de côté ce temps-là et on va voir les personnes une fois tous les X temps. Et ça peut aller jusqu'à 1 an d'intervention pour une enquête, c'est ce que j'ai pu observer. D'ailleurs, il y avait même une jurisprudence hein, qui avait souligné les délais, mais là, on était sur un peu plus d'1 an et demi, donc mais ça existe quand même. Mais la durée normale d'une enquête, normalement, ça devrait être géré en combien de temps? Alors, j'ai pas de réponse à cette question parce que le normal, il devrait y avoir une référence et à ce jour, ou à ma connaissance, en tout cas, il y a pas de norme, il n'y a pas de référentiel. Mais un minimum, si tu as dans une enquête la personne qui se plaint et la personne mise en cause, minimum, tu vas avoir un témoin, et je suis vraiment au minimum, hein, un témoin de chaque côté, donc ça fait 4. Donc tu es sur 2, 3 jours d'enquête, d'analyse, de rédaction du rapport et en prenant en compte les traces matérielles à étudier. Et du coup, j'ai peut-être mal posé ma question, mais entre le moment du début du signalement Oui, et est-ce que j'ai des délais maximum ou des dates butoirs un peu sur lesquelles je dois être vigilant pour éviter que
que la procédure dure 1 an et demi, comme tu disais. Ben, à partir du moment où, l'employeur a notifié en interne qu'il lançait une enquête, bah, là, on n'a plus de là, il y a plus de il y a pas de délai, en dehors du fait que, et ça, chacun des parties, que ça soit les membres élus ou l'employeur, sait que ça met en stress tout le monde, donc plus Mmh. tôt on ira, mieux on se portera. Et aussi, puisqu'il y a quand même une notion de protéger, et y compris la santé mentale, de tous les partis, hein, parce que, y compris les impôts, mais aussi la personne qui se plaint. Donc de donner à voir et à entendre qu'on s'occupe de la problématique qu'elle a remontée, ben, c'est aussi une manière d'agir en lien avec son rôle. Donc ça permet de faire avancer au plus vite, mais en termes de deadline, c'est pas une fois qu'on a commencé, on a 3 mois maximum, sinon on a dépassé des délais. J'avais lu qu'il y avait une histoire de délai, on en a peut-être déjà parlé d'ailleurs, de 2 mois pour que l'employeur puisse sanctionner, sans quoi il devait passer, il faut que ça passe par un tribunal, quelque chose comme ça, il n'y a pas une... Alors la sanction, c'est différent. La sanction, alors la sanction, en fait, mais là où moi j'interviens, c'est que j'éclaire d'abord l'employeur ou Ouais, le commanditaire. Je l'éclaire pour que justement il puisse savoir quel niveau de sanction il va pouvoir faire. Donc d'accord. ça, il ne peut pas sanctionner sur une intention ou une plainte. Donc il a besoin d'être éclairé, que ça soit en interne par une commission paritaire, pour que derrière il puisse dire, ben voilà, on m'a donné ces informations, là je vais prendre une sanction à la hauteur de ce que je comprends, ou s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et à partir du moment où on fait une enquête, le délai, lui, de réalisation, s'il n'est pas figé, à partir du moment où l'employeur a les conclusions, là, il y a un délai qui court pour prendre une décision, Donc c'est effectivement. 2 mois après le compte rendu de l'enquête, la fin de l'enquête, quoi. Exactement. Mais Ok. c'est une fois qu'il a les conclusions. Donc, et ça se joue à la date près, puisqu'on va prendre en compte la date de mon mail, par exemple, où il a été informé, ou en interne, quand la commission lui a remis en main propre avec signature ou par mail la chose. Mais Donc, l'objectif, ça reste quand même d'être le plus rapide possible, parce qu'il y a des personnes en souffrance, et quand il y a une enquête, c'est pas agréable, et donc plus on attend, plus on potentiellement laisse des personnes mal. alors, c'est sûr, c'est sûr. Mais, et tu vois, aussi, après, il y a le fait que l'employeur, en fonction de la situation, il va prendre des mesures de précaution. Donc, il peut aussi mettre en distance un des partis, enfin, le mis en cause, la personne mise en cause en l'occurrence. Donc, Mhm. si je prends un dernier exemple, et là, c'est le manager de l'équipe, bah, le manager de l'équipe, il est mis pour l'instant en retrait, et c'est d'autres personnes qui vont prendre le relais. Donc, ça a aussi, bien sûr, des impacts sur l'organisation du travail pendant que ça court. Et d'un point de vue théorique, on pourrait se dire que ça peut suffire pour que tout le monde se mette en réunion pour pouvoir réaliser vite, mais la réalité, elle rattrape. La réalité, elle rattrape. Ok. Il faut savoir juste bien communiquer avec les différents partis et la personne plaignante aussi, pour partager les freins et les obstacles qui se présentent. Et ça ne veut pas dire que parce que c'est long, ça fait que plus de ce qu'elle a partagé. Est-ce que tu aurais un exemple, anonymisé, hein, bien sûr, d'une situation particulièrement difficile dans laquelle tu as été amené à intervenir? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour la résoudre et faire un peu dégonfler le problème? Du point de vue de l'enquête, alors là, c'est difficile, peut-être en tout cas massive. C'est donc une personne en CDD, une salariée en CDD qui a fait un courrier qu'elle a envoyé à sa DG pour dénoncer une situation de harcèlement, c'est le mot qu'elle a utilisé elle, de harcèlement moral à l'encontre de son N plus 1, de sa N plus 1. Contexte, la N plus 1 a 34 ans d'ancienneté et très reconnue professionnellement au sein de la structure, et reconnue comme personne
plutôt bonne manager, avec, des défauts et des qualités comme tout le monde, mais rien d'alarmant. Là, j'ai d'abord rencontré, la plaignante qui a fait état de comportements, mais tellement incroyables que je me disais: «Ben, qu'est-ce que ça va donner?» Je dis des comportements alors, je sais pas, je vais les donner comme ça et tu feras ce que tu veux avec, mais, elle dénonçait des comportements où, sa manager, pendant un temps, de réunion a sollicité un collègue, d'un autre service pour, lui demander, dans le texte, hein, je te rappelle, pour lui demander de mimer, une fellation, devant toute son équipe et de solliciter, de parler de sa vie sexuelle et cetera. D'autres comportements, enfin vraiment très, aide-moi à trouver le terme, il Choquant. m'échappe. Oui, choquant, mais quand tu le vis, Enfin, c'est lunaire, presque de ouais, et d'imaginer quand ça, tu le vis, ah ouais, ouais, c'est le mot, technique, bon je le trouverai quand tu le vis, quand tu le subis, c'est, humiliant, voilà, c'est oui. le terme que je cherchais. Donc vraiment, vraiment des comportements humiliants, donc c'était pas une affaire difficile, mais en tout cas, c'était que des comportements humiliants qui étaient remontés, de dénigrement beaucoup. Donc Mais du j'ai coup, qui était fait dans des moments publics? Parce que oui, j'imagine qu'il y avait plein de gens qui ont assisté à ça. C'est alors ça qui est fou, quoi. là, ça oui, le mot est juste, c'est fou. Donc j'ai sollicité les témoins qu'elle m'a donnés, j'ai, mobilisé, d'office, toute l'équipe et là, à ma grande surprise, les éléments étaient à la fois, corroborés et concordants pleinement. Donc quand, j'ai rencontré la mise en cause, il y a bien sûr des choses qu'elle a niées, puis des choses qu'elle a complètement, validées, y compris certains comportements, humiliants, mais qu'elle ne voyait pas du tout comme humiliants, qu'elle prenait plutôt d'un côté, manager de proximité, qui fait, copain-copain, pour se faire entendre et cetera. Et là où, pourquoi je te raconte ça, c'est qu'à la fois les éléments étaient, bons, mais c'était quelque chose qui était plutôt opaque par rapport à la structure. Je rappelle, hein, c'est une personne qui avait beaucoup d'ancienneté, professionnellement très reconnue, mais qui, malgré tout, au fil des années, a réussi à cacher ça et à mettre suffisamment une ambiance pesante pour que personne n'aille parler. Et C'est ça, c'est, incroyable. Vraiment, oui, je trouve ça absolument fou, comme situation. oui, oui. Et ça, alors, moi, ça peut exister. Donc, que, c'est pour ça, si je fais le lien avec ta question tout à l'heure, quels sont les signaux faibles? Ben, ils sont pas faciles toujours. Alors que si on regarde à l'envers, quels sont, parce qu'après, l'étude a été faite sur le plan organisationnel avec le nouveau manager, hein, parce que la personne, à ma connaissance, n'est plus dans l'effectif. Et ben, ils ont mis un zoom sur la place des temps d'échange et la place de la parole et de la légitimité de la parole. Et c'est jamais évident hein, de remonter les informations. Quand c'est un collègue, ça passe à peu près, et encore c'est difficile. Et quand c'est un manager, c'est très difficile. Et quand ils ouvrent la parole, ben c'est bien souvent c'est qu'il est trop tard. C'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'années derrière de difficultés. C'est terrible et au final, l'entreprise a pris quoi comme décision dans cette situation? Elle a gardé la collaboratrice? Elle s'en est séparée? Non, à ma connaissance, elle s'en est séparée. Et alors après, c'est là où, pour faire le lien, je réponds un peu en désordre, mais une des raisons aussi qui peut être intéressante de solliciter une personne extérieure, c'est quand les dossiers deviennent gros et que derrière, il y a des avocats, des juges, il y a le risque d'aller devant un tribunal est élevé. Euh, on réduit les risques, je ne dis pas qu'on n'en a pas quand c'est à l'extérieur, hein, mais des choses peuvent être moins mises en question. Et donc là, ben, effectivement, il y a eu séparation et puis un déroulé juridique derrière pour que la personne se défende et légitimement défende son point de vue devant un OK. juge.
Ouais, moi, c'est la réponse que j'attends à toutes ces situations de harcèlement, hein. Tu peux pas garder des éléments toxiques dans ta structure. Et je pense que ça serait même mauvais pour la personne qui a ce comportement d'avoir ce sentiment d'impunité parce que derrière, elle se remettrait pas en cause. Et j'imagine que parfois se faire, enfin, quand tu as 34 ans, là, dans ton cas d'expérience dans la boîte, une ancienneté et que tu te sens intouchable, bah, le fait de se faire rattraper par la réalité, peut-être qu'elle se... bah, j'espère en tout cas pour cette personne qui a s'est remise en cause derrière et que ça lui a servi de leçon et que c'est des comportements qu'elle n'accepte plus et qu'elle ne cautionnera plus dans ses futurs métiers et prises de poste. Mmh. Oui, c'est bien qu'on peut le citer, même si d'un point de vue psychologique ou psychosocial, c'est à mon avis plus difficile pour elle, surtout que la personne se pensait dans son droit et avait une intention absolument pas malveillante, et même si c'est pas ce qu'elle regardait non plus. Mais après, là, je t'ai donné un exemple où la personne fait plus partie de l'effectif. Il y a des choses sur lesquelles l'enquête a conclu euh, non pas à des comportements relatifs au harcèlement tels que la personne plaignante l'a dit, mais à des comportements quand même un petit peu borderline. Et Soumia, pour autant, excuse-moi, oui. est-ce que tu veux bien te remettre un petit peu au centre de, Ah de oui, l'écran parce que tu as bougé depuis tout à l'heure et on voit plus qu'une demi-Soumia à l'écran. oh non alors, C'est pas voilà. grave, mais c'est juste dommage pour ceux qui regarderont sur YouTube. Vas-y, je t'en prie, tu peux continuer, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais. Donc je disais oui que là je t'ai donné l'exemple d'un effectif, la personne qui fait partie de l'effectif, mais parfois l'employeur et reste dans son droit de faire tous les choix qu'il veut en conscience par rapport à ce qu'il sait de la situation, et les personnes peuvent être gardées, hein. Après il y a des enjeux politiques et de pouvoir qui courent toujours, qui courent normalement, comme dans Hmm. n'importe quelle structure. Ok. Bah, merci en tout cas pour le partage. J'ai une question que j'aime bien poser à mes invités. Dis-moi. 2026, c'est une année charnière où on va commencer à voir les premiers renouvellements, enfin les renouvellements du CSE. Et donc, potentiellement, des nouveaux élus. Et j'aimerais bien savoir quels seraient les conseils pratiques que tu donnerais à ces nouveaux élus par rapport à ta spécialité. Donc, on va parler ici pour détecter le harcèlement sexuel. Si tu as 5-6 points, voilà, enfin, sens-toi libre, hein, si tu en as moins ou plus, il n'y a aucun souci, mais des choses pour que il y a un peu ce truc de harcèlement, c'est bizarre, on sait pas trop comment le gérer, bah de se dire voilà, je fais ça, 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 et au moins je sais comment appréhender le sujet. Mmh. Écoute, je vais te dire ça. Alors déjà, bon, on va dire membre nouveau ou nouvellement, une nouvelle personne qui fait une enquête, c'est savoir poser des questions. C'est peut-être un peu bête ce que je dis, mais c'est savoir poser des questions et savoir ce qu'on cherche. Je pense que c'est la première chose quand on fait ce genre d'enquête, c'est savoir ce qu'on cherche. Donc tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est on ne cherche pas à défendre ou à accuser personne. Et on ne cherche pas à savoir non plus si oui ou non il y a du harcèlement. Ça relève d'autres autorités et ce qui n'est ni la mienne en extérieur, ni celle des membres élus quand ils mettent l'enquête. Donc ça, Donc on c'est, recherche quoi si on recherche pas si c'est du harcèlement? ben, on cherche à savoir si la plainte telle qu'elle nous a été amenée est caractérisée. Est-ce qu'elle est matérialisée par des éléments matériels, des témoins et, du détail. C'est Donc on ça en cherche fait. des éléments factuels qui vont permettre de mesurer la réalité des faits. Mais ces faits, on les caractérisera pas comme harcèlement, ou on dira quand même à la fin, on pense que ça en est, on pense que ça en est pas. En fait, la personne va dire, pour faire très rapide, je ne sais pas si ça va être énorme, mais je le fais quand même. La personne se plaint, elle dit il y a eu A, B, C qui s'est passé à mon enfant, voilà ce que j'ai subi, voilà comment j'ai vécu, voilà comment je vais mal. On va poser des questions pour savoir comment, si ça s'est passé, comment ça s'est passé, les témoins, les traces matérielles, etc. Et plusieurs options, mais prenons celle pour laquelle tu m'as posé la question. Les éléments A, B, C se sont bien passés, les conséquences sont celles-là. Et quand on regarde sur le référentiel, et si je prends, puisque je me base beaucoup sur celui-là, l'ANI sur le harcèlement, et ben c'est constitutif, tel que c'est posé dans l'ANI, constitutif d'harcèlement, et bien mettre aussi
que ça demeure toujours que c'est pas notre autorité de À dire ce qu'il y a. l'appréciation de l'employeur, du juge. Exactement, exactement. Du juge, et le mot technique, je n'ai plus, tu m'excuseras, mais c'est un mot, je fais quasiment copier-coller pour m'assurer que c'est toujours bien dit, puisque c'est ça, c'est constitutif de harcèlement, mais encore, ça reste à l'autorité légale qui pourra trancher. Donc c'est Ok. ça le travail. Donc première étape, savoir poser des questions, savoir ce qu'on cherche, et en l'occurrence, chercher des éléments factuels qui appuient la plainte. Exactement. Deuxième chose, euh, avoir les référentiels, là je t'ai parlé de l'ANI, en tout cas moi c'est celui avec lequel je travaille beaucoup, parce qu'il a le mérite, d'avoir été signé par beaucoup de monde de bords différents, ce qui le rend encore plus intéressant, et qui est assez détaillé Donc par rapport ANI, l'ANI sur le 2018 sur le stress et l'harcèlement. Et ils font tout un, il y a même une définition un peu plus. Enfin, c'est plus que des définitions, c'est des repères. ok. Donc se baser sur ce référentiel ANI 2018 sur le trèfle et le harcèlement, Voilà. avec des En tout cas, repères. l'avoir en ligne de mire. Clairement, l'avoir en ligne de mire. Ça permet aussi de se donner les moyens de savoir ce qu'on cherche et comment. Le troisième, c'est de travailler la posture émotionnelle, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire se préparer à ne pas agir ou réagir par rapport à ce qu'on ressent pendant qu'on pose des questions. Si je te donne l'exemple de tout à l'heure, il est évident que si c'est fait en interne, tu entends des choses comme ça peut être compliqué de poursuivre de manière objective, parce que c'est Mhm. ça qui dépend de soi. La quatrième, peut-être, pas confortable, mais très très intéressante sur le dialogue social, c'est de mobiliser le plus possible, que ça soit en interne ou en externe, parce que ça je ne l'ai pas dit, une commission paritaire. Ça permet d'abord, et c'est facile le paritaire dans ce contexte-là. Et quand je dis c'est facile, c'est un peu provoquant, mais c'est facile parce que, encore une fois, on cherche à accuser ou défendre personne, on cherche des faits. Donc, euh, on est dans un contexte où c'est le paritaire est le plus facile, puisqu'on va s'entendre et s'accorder sur des faits. Donc, ça, c'est pour moi hyper important. Et puis, peut-être la dernière chose, c'est, en tant que membre élu, se donner les moyens, en fonction de la structure dans laquelle on est, au maximum travailler la prévention sur ce sujet-là. Il y a de la formation, il y a des ateliers, il y a de l'information, il y a des choses qui peuvent être faites bien avant de sortir l'enquête, parce que quand on en est à l'enquête, c'est il est trop tard sur certains points. Voilà un peu, Excellent. Bah, merci beaucoup. avec plaisir. Je le noterai, je pense, dans le post LinkedIn. J'aime bien avoir des listes comme ça, des plans d'action, des choses concrètes, et je trouve que c'est pratique. Derrière, tu te dis, bah voilà, je peux faire ça, ça rassure. D'accord, ok. Bah, Donc tant mieux. c'est précieux comme info ce que tu as donné. Ah bah, très bien, j'en suis ravie. Tu disais juste avant, c'est facile de créer du paritaire Pour ce euh, sujet, pour ce sujet-là, mais du coup, un des enjeux du CSE, c'est de créer de façon générale du paritaire, en tout cas du dialogue social entre la direction et les salariés. Est-ce que tu aurais des conseils aussi sur ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre que son employeur, CRH, c'est pas les ennemis que certains disent? ouais, c'est une bonne question et c'est un véritable enjeu. Et là, ce que je dis, c'est pour les membres élus, mais ça renvoie à l'employeur aussi. C'est vraiment se mettre dans une posture, encore une fois, quel est mon objectif? Tu vois, je suis aussi médiateur professionnel, donc je peux intervenir là-dessus. Et quand ils arrivent à se parler, c'est pas quand ils sont mis d'accord sur tout, parce que ça arrive quasiment jamais. Mhm. Ils se sont mis d'accord à 100% sur leur objectif commun. Ça, c'est la première étape. Mais quand je dis objectif commun, de nouveau, c'est comme les enquêtes. C'est circonstancié, c'est détaillé. C'est pas juste on a envie de bien travailler ensemble. Ça veut tout dire et rien dire.
Donc une fois que ça c'est stabilisé, après après on commence à parler de comment on y arrive. Parce que si on parle trop tôt de comment on y arrive sans savoir où on veut aller ensemble, bah, c'est là où le bras de fer arrive trop tôt à mon sens. Et si tu le fais à l'envers, ça te permet de négocier les moyens pour y arriver au regard de l'objectif. Tu vois, ça peut être pertinent de faire ça comme ça. Je te prends un exemple concret. Il y a des partenaires sociaux dans une structure. Attends, je remets à l'envers. Dans une structure, il y avait une règle spécifique qui fait que la direction n'avait pas le droit de donner des informations aux partenaires sociaux dans le cadre de changements dans l'entreprise et qui impactait l'organisation des emplois. Il y a eu un moment donné où ils se sont fixés comme objectif de pérenniser les emplois sur un territoire donné. Donc ça, c'était leur objectif sincère ensemble. Et ben, ça a permis à la direction d'ouvrir et de changer cette règle et que du coup, dès qu'il y avait un changement qui pouvait avoir un impact, ils en parlaient en amont aux partenaires sociaux, les partenaires sociaux s'en saisissaient et ils pouvaient le traduire aux salariés et ça passait beaucoup plus facilement après. Je ne sais pas si mon exemple est parlant, mais c'est ce que j'appelle se mettre d'accord avant de parler des moyens d'y arriver. Mais je pense que c'est important parce qu'en France, on a culturellement un problème avec la science du compromis. C'est dommage, hein, parce que, en fait, majoritairement, je pense que les gens, sur des gros sujets, sont d'accord. Enfin, le harcèlement, bien évidemment, tout le monde est contre. Vouloir s'épanouir au travail, c'est des enjeux de bien-être, mais c'est aussi des enjeux de productivité. Donc, au final, tout le monde est d'accord. Mm. Mais par contre, derrière, c'est les moyens qui vont être discutés. Donc, c'est important peut-être de se mettre déjà d'accord sur ces objectifs. Peut-être aussi d'avoir des objectifs quantifiés, mesurables. Ça peut si c'est aidant, ça peut si c'est aidant, et ça rentre aussi dans, quand je dis c'est des objectifs détaillés, c'est-à-dire qu'on est d'accord que quand on arrive à cet objectif, les membres élus et l'employeur sont en capacité, sur les mêmes indicateurs, de dire on y est arrivé. Donc c'est ça, si ça peut être des indicateurs quantitatifs, tant mieux. S'ils sont qualitatifs, tant mieux. Si ça peut être, là c'est quantitatif aussi, une réduction de plaintes qui remontent aux membres élus du CSE, etc. Mais je pense que la force et l'énergie, c'est à se mettre d'accord sur les objectifs en transparence et après les moyens. Je ne dis pas que c'est plus simple, mais ça nous donne des leviers pour rester cohérent. Pour rester cohérent. Ok. Petite question, on va arriver tout doucement sur la fin de notre podcast pour aujourd'hui. J'ai une petite idée de la réponse, mais tu vas peut-être me surprendre. Surprendre. Quelles ressources tu conseillerais aux élus du CSE pour travailler sur ces thématiques de harcèlement, documentation, livres, podcasts, des choses que toi tu utilises souvent et qui sont accessibles sur Internet, donc précieux et partageables? Alors, il faut les citer, bon, je t'ai déjà dit l'ANI et les sites les points Google. Je les utilise beaucoup, que ce soit moral. Ils ont fait d'ailleurs un super référentiel sur les agissements sexuels. Donc, ça, il faut, il faut pas les négliger. Après, en termes de ressources, et pour rester aussi macro et sérieux, celle de l'INRS, puisque c'est quand même un partenaire sur la santé et bien sûr, en tant que facteur de risque psychosocial, le harcèlement est considéré et bien nourri. Ça, c'est sur la partie euh, théorique prescrite. Après, pour ceux qui peuvent le faire, je pense aux partenaires sociaux parce que chacun il y a possibilité de faire du benchmarking aussi dans la manière d'opérer et là, ça peut être aussi de l'information très terrain. Et Alors, qu'est-ce que tu appelles du benchmarking pour les partenaires sociaux de façon concrète? benchmarking, c'est l'idée de vouloir copier sur les meilleurs. Donc, on va regarder comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait, comment ils se sont pris, etc. Et Donc, donc, par du exemple, coup, on va sur les Legifrance, on regarde les accords d'entreprise, les accords collectifs sur les thèmes qu'on travaille.
On regarde un peu ce que font les autres, entreprises du secteur, ou d'autres secteurs pour s'en inspirer, ça serait quelque chose comme ça? Alors, oui, c'est intéressant, ça c'est ça et ça peut être aussi, si on veut du terrain pur, qu'entre et c'est là où il y a la confiance et la transparence, mais dans mon syndicat, je pense au syndicat, mais entre membres élus aussi quand ils se réunissent, ça je pense à des parce que j'ai un exemple concret, un groupe qui a plusieurs filiales et il y a eu 2 cas avec des enquêtes dans 2 filiales, bah, les membres élus des autres filiales bah, peuvent aller faire du benchmarking pour savoir comment ça s'est passé concrètement et apprendre avec eux. OK. C'est dans ce sens-là. OK, excellent. Bah, merci beaucoup Soumia. Avec plaisir. Bah, j'espère que j'ai Heu, été au milieu le plus longtemps possible. En pour, fait, je suis pour ceux tout la qui ne bonne. feront qu'écouter, ça ne se verra pas et je pense que ceux sur YouTube nous pardonneront les petits moments où on voyait, une demi Soumia comme ça, tu vois? Bah oui, parce que je regardais l'autre écran, celui où je suis toute Il seule y et a en petit. aucun souci, t'inquiète pas, c'est pas du tout un problème. Bon. J'aimerais bien qu'on termine, en parlant un peu de toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Peut-être ton site internet. Voilà, partage-nous un peu, toutes les infos qui nous permettent de travailler avec toi si on a des problématiques autour du harcèlement, à soulever. Alors, pour me retrouver, j'ai principalement que 2 canaux à date, heu, sur LinkedIn en premier lieu et un numéro de téléphone. C'est comme ça qu'on me contacte aujourd'hui. Donc sur LinkedIn, Soumia, Soumia, Bavière, Baviere. Je le dis parce que ceux qui sont en podcast n'auront pas le petit label, visuel Oui, ouais, et sur LinkedIn, donc on t'ajoute, on t'envoie un message et derrière, tu leur donneras tu les rappelles? exactement et il y a même mon numéro de téléphone d'ailleurs sur LinkedIn. Parfait. Et tu as un site internet, quelque chose? Il est en cours depuis, quelque temps, mais en cours. Je sais que 2026, année charnière comme tu as dit, verra, le jour. Mon site verra le jour. Bah, super. Et ben, excellent, merci beaucoup Soumia. Bah, le Merci à toi. SAVDCSE, ça se termine pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous suivre, nous, Dice Academy, soit sur ma page LinkedIn personnelle Alexis Maes, ou alors sur mon LinkedIn professionnel Dice Academy. Dice Academy sur Facebook également, Dice Academy FR sur YouTube. Si vous regardez le podcast en vidéo, c'est là que vous êtes normalement. Vous nous avez aussi sous le nom SAVDCSE sur Instagram, TikTok et Thread. Et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas, laissez-nous des messages, des questions, des thèmes que vous voudriez qu'on aborde dans les prochains podcasts. On pourra même éventuellement réinviter les invités qu'on a déjà eus pour voir avec eux d'autres sujets que vous souhaitez approfondir. N'hésitez pas à me laisser un message ou même à nous rejoindre sur le Discord sur lequel les élus sont invités à poser parfois des questions. On peut échanger avec d'autres formateurs et d'autres élus. Donc voilà, sentez-vous vraiment libre. On vous souhaite une excellente fin de journée. On se dit à très bientôt et ciao ciao!